Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. L'affaire criminelle que tu t'apprêtes à découvrir avec moi ce soir se déroule en Turquie, à Ankara, en 2022. Ankara, capitale de la Turquie, se trouve en plein cœur du pays, plus précisément dans la région de l'Anatolie centrale. Même si Istanbul est plus célèbre et que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de la capitale, c'est bien Ankara qui centralise tout, que ce soit sur le plan politique ou administratif. C'est là que se trouve le Parlement, la résidence du président Erdogan et la majorité des institutions. Ankara possède une riche tradition culinaire influencée par la cuisine anatolienne et ottomane. Ses plats locaux mêlent tradition pastorale, héritage ottoman et influence anatolienne avec par exemple le tava, un plat de riz accompagné d'un agneau ou de bœuf cuit lentement avec des tomates, du poivron et des épices. Il est souvent préparé dans un grand plat en cuivre pour rehausser les saveurs. On a encore le aspava, un donneur souvent accompagné d'une sauce spéciale à base de yaourt, de tomates et de beurre. Les restaurants Aspava, très populaires en ville, servent des donneurs généreusement garnis avec cette sauce unique. On finit notre parenthèse culinaire avec une touche sucrée, le beyparadze kuruzu, une sorte de biscuit sec et croustillant, souvent servi avec du thé. Il est fait avec de la farine, du beurre et du yaourt. Il a une texture unique qui permet une longue conservation. En ce qui concerne les affaires criminelles, Ankara a son petit lot de drames en tout genre. Par exemple, l'assassinat de l'ambassadeur russe Andrei Karlov en 2016, qui fait partie des gros scandales récents qui ont vraiment marqué le pays. Mais avec moi, pas question d'affaires politiques, plutôt d'un crime sordide et particulièrement violent. Pour commencer, laisse-moi te présenter un des personnages clés de cette affaire. Son nom est Selim Yalçınkaya. Selim est un jeune homme de 23 ans qui réside dans le district de Mamak à Ankara, donc en Turquie. Selim travaille dans une entreprise du coin, mais les détails précis sur son emploi restent flous. D'ailleurs, ses proches le décrivent comme un jeune homme travailleur, mais réservé sur sa vie privée. Selim est le père d'un enfant, et encore une fois, malgré des recherches poussées, je n'ai pas réussi à trouver si cet enfant est un garçon, une fille, et encore moins son âge. Je pense que ce manque d'informations est en réalité une façon de protéger la famille de Selim. En Turquie, l'identité des enfants impliqués dans des affaires criminelles est strictement protégée par la loi. La loi sur la protection des enfants interdit la divulgation d'informations qui permettent d'identifier un enfant ou bien un mineur, témoin ou le fils ou la fille d'une personne concernée dans une affaire. En plus, le Conseil suprême de la radio et de la télévision turque impose aux médias de ne pas révéler d'informations personnelles sur des mineurs dans ce type d'affaires, sinon ils risqueraient gros, sanctions pénales entre autres, voire carrément des poursuites judiciaires. Donc si on ne connaît ni le nom, ni l'âge, ni le sexe de l'enfant de Selim, c'est probablement à cause de ces règles et à cause de ces lois. Parenthèse fermée. Selim vit donc à Mamak, un district d'Ankara. C'est un coin plutôt résidentiel où on peut notamment trouver un grand centre commercial, le Nata Vega. Aujourd'hui, ce quartier est plutôt sympa, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 90 et 2000, c'était vraiment le ghetto. C'était d'ailleurs considéré comme le fief de l'extrême droite turque. Aujourd'hui, les familles apprécient ce quartier pour ses logements modernes et sécurisés, mais c'est aussi un coin assez réputé et reconnu pour renfermer une prison militaire. Et quand on connaît la réputation des prisons turques, ça peut effectivement faire un peu peur, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, cette prison militaire n'est pas n'importe quelle prison, c'est elle qui a été sollicitée dans le cadre d'un coup d'État. Et pour rappel, la Turquie a connu 4 coups d'État réussis depuis sa proclamation en 1923. On estime qu'il y a eu quelques 2 millions de personnes mortes dans cette prison, avec la fameuse cellule 52 et la salle d'interrogation C5. Et ce ne sont pas des légendes, c'est Amnesty International qui le dit. Connue pour ses tortures horribles, cette prison est devenue le symbole des atrocités de cette période. Malgré la présence de cette prison, les habitants du coin semblent mener une vie plutôt paisible. Cette partie d'Ankara n'est pas un coupe-gorge, mais ce n'est pas non plus la vie de rêve. Et c'est dans ce quartier que vit Selim aux côtés de son épouse Derya. Un papa, une maman, un enfant, un quartier sympa, le tableau semble plutôt idéal. Mais les apparences peuvent bien sûr être trompeuses. Le gros problème dans le couple Selim-Derya, c'est la méfiance et les soupçons d'infidélité, surtout du côté de madame. Selon plusieurs sources, Derya aurait des relations extra-conjugales et Selim est au courant, ou du moins il en a de gros soupçons. Des voisins rapportent qu'ils entendent des disputes fréquentes entre eux, souvent tard dans la nuit, ce qui instaure et cultive énormément de tensions dans le couple, au point que ça dégénère parfois en disputes très virulentes. D'ailleurs, ce ne sont pas des rumeurs sorties de nulle part, des messages explicites entre Selim et Derya montrent bien que leur relation vire au cauchemar et s'enfonce dans un schéma de plus en plus toxique. Le mariage de Selim et Derya vole en éclats. S'ils ne divorcent pas officiellement, on connaît
la raison de cette volonté de se séparer. Selim envisage le divorce après avoir surpris Deria avec plusieurs hommes, mais aux yeux de la loi, leur divorce n'est pas officiellement prononcé, et malheureusement pour Selim, il ne le sera jamais. Le 11 août 2022, quelque chose d'horrible va se produire. Le pauvre Selim est retrouvé mort dans le garage de sa maison. Très vite, la police intervient et remarque aussitôt que le jeune homme a été victime d'un traumatisme crânien. Un traumatisme crânien, c'est quand la tête prend un choc violent qui abîme le crâne et parfois même le cerveau. Ça peut arriver de plusieurs façons, une chute, un coup porté avec un objet, un accident, et selon la force du choc, ça peut aller d'une simple bosse à une fracture du crâne, voire des lésions internes graves. Le problème avec un traumatisme crânien, c'est que même s'il n'y a pas de sang ou de blessure visible, l'impact peut créer des dégâts vraiment importants. Par exemple, le cerveau peut cogner contre l'intérieur du crâne, ce qui peut provoquer une hémorragie, un gonflement, voire une perte de conscience ou pire, la mort. Dans le cas de Selim, on sait que malheureusement ce choc lui est fatal. Mais on sait aussi autre chose grâce à l'investigation. C'est que cette mort n'est absolument pas accidentelle. En effet, Selim a été frappé à la tête à l'aide d'un objet contondant. Ce type d'objet fait des dégâts en profondeur, fracture le crâne, écrase les os. Quand quelqu'un prend un coup violent avec un objet contondant, le résultat c'est un énorme hématome ou une plaie ouverte si le coup a fendu la peau. Sur place, la police fouille le garage pour découvrir éventuellement l'arme du crime, mais rien n'y fait, malgré des recherches poussées, on ne la retrouve pas. Dans le cadre d'une enquête criminelle, chaque détail compte car ce sont les preuves matérielles et physiques qui priment souvent sur le reste. L'enquête continue, et malheureusement, aucune trace d'effraction dans la maison n'est constatée, ce qui peut suggérer que le meurtrier est connu de la victime ou qu'il ou elle a un accès libre à la maison. Est-ce que Selim connaissait bien son meurtrier? Qui a pu tuer Selim et surtout pourquoi? Parce qu'on est sûr et certain qu'il s'agit bien d'un homicide. Reste à en déterminer les circonstances. Le plus frustrant dans notre affaire, c'est que l'enquête va rapidement être classée comme non résolue. Dans les semaines et les mois qui suivent, personne n'a d'indices ou d'éléments concluants, personne ne sait comment Selim est mort. C'est horrible pour sa famille qui n'a absolument aucune information ni de mobile possible. Quant à Deria, sa femme, elle ne réagit pas du tout. L'affaire est classée sans suite, mais il en faut plus à la famille de Selim pour abandonner tout espoir. Si la police semble molle vis-à-vis de cette enquête, mieux vaut s'en remettre aux médias. Et là, il va être question d'une émission dont tu as sûrement déjà entendu parler dans mon épisode sur la famille Palou. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets un lien à l'écran. Et si tu l'as vu, alors tu sais que je vais parler de l'exceptionnelle, de la géniale Müge Anlı. Mini piqûre de rappel pour celles et ceux qui ne savent pas qui est cette présentatrice de choc en Turquie, hautement respectée par toutes les générations confondues. L'émission de Müge Anlı, İle Tatlı, est un vrai phénomène de société en Turquie. Désolée si j'ai mal prononcé. Pour faire simple, c'est une émission télé d'investigation criminelle où Müge, une journaliste et animatrice hyper connue, enquête sur des disparitions, des meurtres non résolus et des affaires de problématiques familiales. Elle invite les proches des victimes, des témoins, des experts et parfois même des suspects à venir parler en direct. Et très souvent, les révélations qui sortent sur le plateau peuvent relancer des enquêtes policières, y compris pour des cold cases. En Turquie, ce genre d'émission est unique et mythique. Les gens qui passent par les services de la chaîne réclament justice quand ils se sentent abandonnés par les autorités. Ils détournent le système pour obtenir la vérité, là où la police et les tribunaux ne semblent pas agir. Dans certains cas, la police ne parvient pas à résoudre une affaire par manque de preuves, ou bien parce que les enquêtes traînent, et c'est là que Müge et son équipe entrent en scène. Cette émission, également disponible sur YouTube, est suivie par des millions de téléspectateurs chaque jour de l'année. Elle est tellement populaire que pour beaucoup de gens, elle est presque considérée comme plus efficace que la police pour résoudre des affaires criminelles. Et d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 4091 personnes disparues ont été retrouvées grâce à l'émission, 993 familles séparées ont pu se retrouver après des années sans contact, 206 meurtres non résolus ont été remis en lumière et ont avancé grâce à l'équipe de Müge. Et on a même 665 animaux de compagnie perdus qui ont été retrouvés. Cette présentatrice ne fait pas que parler de crimes, elle agit, elle mène des actions concrètes. Dès qu'une famille débarque sur le plateau, il suffit que Müge révèle quelques informations à l'antenne et en quelques jours, il y a des témoins qui se manifestent et parfois même des suspects qui craquent et font des aveux en direct. Pour la mort de Selim, est-ce que ce sera le cas? Parce que certes, Müge aide à résoudre des affaires, mais elle n'est pas non plus une faiseuse de miracles. La famille du pauvre Selim est désespérée. Ils se sentent abandonnés par la police et ils veulent des réponses claires et définitives pour faire leur deuil.
La famille de Selim fait donc appel à l'émission 3 mois après sa mort, dans l'espoir de trouver enfin qui est le monstre à l'origine de ce coup fatal sur la tête avec un objet contondant. Nous sommes en novembre 2022, sur le plateau, plusieurs personnes sont présentes pour témoigner et essayer d'aider à résoudre cette affaire de meurtre. La famille de Selim est là, évidemment pour parler de lui, expliquer les tensions au sein de son couple avant sa mort, et surtout, ils partagent leurs doutes sur ce qui a pu se passer. Hayrettin Yelchinkaya est l'oncle de Selim, et selon lui, Deria, son ex-femme, pourrait être liée au meurtre de son neveu, et il n'y va pas de main morte pour l'accuser. D'ailleurs, Deria est aussi présente sur le plateau, elle est accompagnée de ses parents, elle est interrogée sur sa relation avec Selim, et surtout sur les rumeurs d'infidélité qui la concernent. Elle nie toute implication dans la mort de son mari. Mais très rapidement, Deria se retrouve confrontée à des éléments plus que troublants. Des amis communs du couple sont aussi invités sur le plateau. Certains d'entre eux racontent comment la relation entre Selim et Deria devient toxique dans les mois précédant cette mort horrible, inexpliquée. Ils décrivent les tensions, les disputes, les soupçons d'infidélité qui pèsent sur Madame au moment du drame. Comme d'habitude, Muguet pousse ses invités dans leur retranchement. Elle pose des questions précises pour essayer de comprendre ce qu'il s'est réellement passé le 11 août 2022. Et pendant l'émission, un élément clé est révélé. Des messages plus qu'explicites entre Deria et un autre homme sont dévoilés au grand jour devant des millions de téléspectateurs. Ces messages confirment que Deria entretient une relation avec quelqu'un d'autre et qu'elle aurait menti sur certains aspects de son histoire avec Selim. Cette révélation provoque un véritable raz-de-marée sur le plateau. Deria se retrouve accusée publiquement de ne pas dire toute la vérité. Alors elle tente de se défendre, mais ses réponses sont floues, elles sont hésitantes. Elle ne sait pas vraiment comment s'expliquer et son attitude qui oscille entre mauvaise comédienne et personne totalement détachée ne plaît à personne. Et c'est bien ça qui renforce encore plus les doutes de la famille Yelchinkaya et des téléspectateurs. Pour la Turquie, cette révélation est énorme. L'épouse de la victime ment sur des affaires de tromperie, alors elle pourrait bien sûr mentir sur le reste. Le fait que l'affaire soit exposée devant des millions de téléspectateurs met la pression sur la police et c'est ce qui va relancer l'enquête. Je le rappelle, on est 3 mois seulement après la mort de Selim. Alors je sais ce que tu dois te dire, comment classer une affaire 3 mois seulement après le meurtre de quelqu'un? Manque de preuves, pas d'armes de crime, pas de suspect identifié, pas de témoignage, apparemment ça suffit pour classer aussi vite. Mais grâce à l'émission de Muguet, on va enfin pouvoir avoir des réponses. Pendant l'émission, Deria fait plusieurs déclarations qui font tiquer tout le monde. Donc déjà, elle joue la carte de l'innocence, elle affirme qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Selim et qu'elle ne sait même pas comment c'est arrivé. Mais là où ça devient vraiment bizarre, c'est quand Muguet déballe les messages entre Deria et un homme invité sur le plateau, Emre, un ami du couple. Devant des milliers de téléspectateurs en direct, Muguet montre ces messages compromettants échangés entre Deria et Emre. Et là, on découvre que non seulement au moment des faits, ils sont très proches, mais aussi et surtout qu'ils entretiennent une relation intime. Et pourtant, quelques minutes avant cette révélation explosive, Emre jure qu'il n'a aucun lien avec Deria, qu'ils ne se parlent pas du tout, qu'ils ne se connaissent même pas. Mais sous la pression des questions, il craque, il avoue avoir menti au sujet de leur romance, et il avoue qu'il est bien en couple avec Deria. Deria reconnaît les messages qui sont dévoilés en direct, elle admet qu'ils sont bien d'elle, mais elle continue à lier tout lien avec le meurtre de son mari. Elle admet avoir menti pendant ses dépositions à la police, par peur de ne plus pouvoir voir son enfant. Elle admet aussi l'existence de photos intimes échangées avec un certain Erdogan, c'est pas le président, et voilà qui ouvre certaines pistes quant à la mort de Selim, d'autant que Deria n'a pas du tout l'air d'être surprise par ce qu'on est en train de lui dire. Et c'est précisément ça qui met la puce à l'oreille des enquêteurs, qui, je le rappelle, a déjà classé le meurtre sans suite. Pourquoi Emre ment sur sa relation avec Deria? Pourquoi Deria prend soin d'éviter certaines questions et change de version au fil de l'émission? Alors si ce n'est pas Deria, est-ce que ça pourrait être un de ses amants jaloux? Qui est le tueur et quel est son mobile? On sait qu'au sein du couple Selim-Deria, il y a de grosses tensions au moment de la mort de Selim, et la raison, on le sait, c'est l'infidélité de Madame. On sait que Selim aurait envisagé le divorce après l'avoir surprise encore une fois avec un homme, mais cette séparation aurait pu être un problème pour Deria, que ce soit pour des raisons financières ou simplement parce qu'elle veut se débarrasser de lui pour enfin passer à autre chose pour de bon. C'est bien connu dans le monde du true crime, de nombreuses personnes préfèrent tuer leur partenaire plutôt que de rompre.
Argent, problématique autour de la garde des enfants, toutes les raisons sont bonnes. Avec ces nouvelles preuves et ces mensonges mis bout à bout, l'enquête renaît de ses cendres. Et c'est officiel, Deria et Emre deviennent les principaux suspects dans la mort de Selim. Les autorités continuent de creuser encore plus loin, des mandats d'arrêt sont émis à l'encontre de Deria et Emre, et juste après l'émission télé, ils sont placés en détention provisoire en attendant leur procès. Une fois au commissariat d'Ankara, ils sont placés tous les deux en garde à vue. Après l'émission, la famille de Selim, la victime, ils vont avoir des réactions assez fortes. D'un côté, ils sont très reconnaissants envers Müge et son équipe, parce que sans elle, l'affaire serait sûrement restée classée sans suite. Grâce à l'émission, des révélations concrètes et intéressantes sont dévoilées, et c'est ce qui permet de relancer l'enquête. Mais en même temps, ils ont du mal avec certains aspects du programme. Voir la vie privée de Selim étalée devant des millions de téléspectateurs, c'est vraiment pas évident pour eux. Ils trouvent que certaines choses auraient pu être dites avec plus de tact. Cela dit, ils savent que sans cette médiatisation, ils n'auraient jamais eu autant d'éléments sur l'affaire, et donc ils n'auraient jamais vraiment su qui a tué Selim et pourquoi. Même si c'est une épreuve très difficile à vivre, ils réalisent bien que Müge a été leur seule chance de faire avancer l'enquête et de demander justice pour Selim. Enfin, les enquêteurs commencent les interrogatoires en prenant à part chacun des deux suspects pour essayer de comprendre leur version des faits et éventuellement permettre de les envoyer en prison pour répondre de leurs crimes s'ils sont responsables. Après tout, c'est pas parce qu'on est infidèle qu'on est un meurtrier. Et là, tu vas certainement m'en vouloir, mais cette affaire va rester en suspens. En effet, l'enquête est toujours en cours et on ne sait toujours pas si Deria est le cerveau derrière la mort suspecte de son mari Selim ou si son amant Emre a porté le coup fatal. Les audiences préliminaires débutent en 2023, mais en raison de la complexité de l'affaire et des expertises qui s'ajoutent, le procès se poursuit encore à ce jour, bien qu'on soit déjà en 2025. Les avocats de la défense contestent certaines preuves, y compris les fameux messages compromettants. Pour eux, ils pourraient avoir été falsifiés. Et quand bien même ces messages seraient vrais, encore une fois, qui dit infidélité ne dit pas forcément meurtre. En tout cas, c'est une certitude, l'enquête n'est plus classée, elle a été réouverte, et ça c'est une excellente nouvelle pour les proches de Selim. Ça veut dire que le mystère sur sa mort pourra peut-être être levé et justice sera peut-être rendue. Deria et Emre attendent leur procès, les audiences sont en cours pour déterminer leur implication exacte dans la mort de Selim, qui a porté le coup fatal, qui a comploté pour le faire tuer. Il faut une rage folle pour éclater un crâne humain, même à l'aide d'une batte ou d'une pierre. Ce genre de méthode est assez courant dans les crimes dits passionnels, dans les actes de vengeance. C'est souvent un déferlement de rage, l'attaquant ne réfléchit pas à une méthode discrète et radicale, il est plutôt dans l'émotion pure et il frappe jusqu'à ce que la victime ne bouge plus. La police et la justice continuent d'examiner les preuves pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce crime horrible et particulièrement violent. L'affaire de Selim me fait penser à une autre histoire qui nous vient du même pays. Ça se passe en 2004, la victime cette fois est une femme, son nom est Güldunya Tören. Il n'est certes pas question de tromperie, mais il y a des similitudes dans le sens où ça tourne autour de gros conflits de famille violents et de vengeance liés à ce fameux concept que je déteste tant, les crimes d'honneur. Des crimes qui d'ailleurs n'ont rien d'honorable, au contraire. Au moment des faits, Güldunya n'a que 22 ans, elle vient d'un village dans la province de Bitlis, la jeune femme a un enfant hors mariage et pour sa famille c'est une honte insupportable. Sa propre famille tente de la tuer en pleine rue, mais elle survit, elle est emmenée à l'hôpital, et c'est là que ses frères viennent l'achever dans son lit d'hôpital en lui mettant 2 balles dans la tête. Un meurtre cauchemardesque décidé en pleine réunion de famille, d'un commun accord entre tous les membres, un peu comme s'ils s'étaient réunis pour parler de la prochaine sortie familiale. Pour cette tragédie, les coupables sont jugés et condamnés à la prison à vie. Alors certes, Selim n'est pas mort dans le cadre d'un crime d'honneur, mais on sent que c'est peut-être lié à une histoire de vengeance ou à une explosion de rage. Pour connaître la vérité, on va devoir attendre que la justice fasse son travail. Je te tiens informé dès qu'une mise à jour est disponible. Même si cette vidéo s'achève sur une note amère parce qu'on ne sait pas comment tout ça va se terminer, j'aimerais qu'on prenne un moment pour appuyer le fait que l'émission de Müge aide vraiment à relancer des enquêtes et parfois même à les résoudre. Depuis son lancement en 2008, Müge et son équipe ont aidé à résoudre pas moins de 200 crimes, à retrouver plus de 3000 personnes disparues, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ce type d'émission en Turquie a vraiment une valeur énorme dans la société turque. C'est une véritable référence et d'autres émissions dans le même genre sont aussi très populaires. Esra Erol'da, animée par Esra Erol sur la chaîne ATV, c'est une émission qui traite de crises et questions liées à la famille. Esra aide aussi à retrouver des personnes disparues.
On est plutôt sur un programme qui traite des relations entre les personnes et des drames conjugaux, plutôt que sur des meurtres et des affaires criminelles, donc c'est différent de l'émission de Muguet. Et c'est pour ça qu'il faut quand même admettre que son format est unique en son genre, et surtout très utile. Pour en arriver au point où tu n'as pas confiance en ton propre système, ta justice, ta police, c'est vraiment grave. L'ironie du sort, c'est que les gens invités sur le plateau peuvent parfois être liés au crime, ou carrément les suspects principaux, comme on l'a vu avec la famille Palou dans mon autre vidéo, où il est question de l'émission de Muguet. C'est là qu'on se rend compte du vrai pouvoir des médias. Parce qu'on ne va pas se mentir, en Turquie, quand une affaire est classée un peu trop vite, les familles n'ont souvent plus que deux choix. Soit elles laissent tomber et elles acceptent de ne jamais avoir la vérité, soit elles se battent pour que justice soit rendue, et la meilleure arme dont elles disposent, c'est les médias. Muguet, ce n'est pas juste une journaliste ou une présentatrice comme les autres, c'est une fierté nationale. Son émission est devenue une arme redoutable face aux erreurs ou aux manquements du système judiciaire. Une chose est sûre, sans l'émission de Muguet, l'affaire du meurtre de Selim Yelchinkaya serait probablement restée morte et enterrée, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.